Je m'appelle Elias, début de la trentaine. Un bon poste en informatique, un crédit immobilier sur le dos, la checklist de la vie adulte cochée presque entièrement. J'avais l'impression d'avoir compris comment ça marchait. Marié à Mariam depuis environ 5 ans. Les premières années étaient vraiment formidables. On formait une vraie équipe. On riait pour des bêtises, on parlait d'avenir, on vivait la routine classique d'un couple heureux. Elle était brillante, drôle, ambitieuse. J'étais fier d'être à ses côtés. Puis, vers la 3e année, quelque chose a commencé à changer. Rien de brutal au départ. Elle s'est plongée dans des groupes en ligne, des blogs, des réseaux sociaux. Son vocabulaire a évolué. Tout est soudain devenu une question de rapport de pouvoir, de charge émotionnelle, de patriarcat. La moindre conversation banale se transformait en leçon. Si je disais être fatigué après une semaine difficile, ce n'était jamais juste de la fatigue. C'était la preuve que je ne reconnaissais pas le travail invisible qu'elle assumait. Si je proposais un film, c'était une démonstration de mon privilège masculin cherchant à contrôler notre temps libre. J'ai essayé de comprendre, vraiment. J'ai lu des articles qu'elle m'envoyait, j'ai écouté, je pensais que c'était une phase, une passion passagère. Ce n'en était pas une. C'est devenu toute son identité. Notre maison n'était plus un partenariat, mais un tribunal où j'étais constamment jugé pour des fautes dont j'ignorais l'existence. La chaleur a disparu, remplacée par un ressentiment permanent. L'intimité a été la première chose à s'éteindre complètement, pas progressivement, comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Chaque tentative de ma part provoquait un soupir, un regard exaspéré. On me décrivait comme dépendant, primitif, exigeant. Elle expliquait que mon désir était un produit du conditionnement social, une expression de la masculinité toxique. J'ai fini par abandonner. Le rejet était trop violent, calculé pour me rapetisser. La maison est devenue silencieuse. Nous étions des colocataires avec un compte commun, pas un couple. Je me sentais seul, frustré, totalement impuissant. Je marchais sur des œufs en permanence. Le point de rupture est arrivé quelques mois plus tard. Une semaine infernale au travail. Une migration de serveurs catastrophique. Des journées de 12 heures. Le vendredi est enfin arrivé, avec une prime pour avoir sauvé le projet. Sur le chemin du retour, j'ai ressenti un éclair de mon ancien moi. Je me suis dit que je pouvais arranger les choses. Je me suis arrêté dans une pâtisserie chic que Mariam adorait et j'ai acheté ses gâteaux préférés. Je suis rentré plein d'espoir, le premier depuis des mois. Elle était sur le canapé, absorbée par son téléphone. J'ai souri, montré la boîte et dit que c'était pour fêter la fin de la semaine. Elle n'a même pas levé les yeux. Un simple murmure distrait. J'ai posé la boîte, je me suis assis près d'elle et j'ai passé un bras autour de ses épaules. Elle a sursauté, s'est littéralement reculée comme si j'étais un inconnu. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas. Elle a posé son téléphone et m'a regardé avec une lassitude agacée. Elle m'a expliqué qu'elle était épuisée d'avoir à performer la féminité toute la journée dans un monde dominé par les hommes, qu'elle n'avait aucune énergie pour gérer mes attentes physiques. Je lui ai dit que ce n'était pas des attentes, que je voulais juste être proche de ma femme. Elle a laissé échapper un rire sec, sans humour. À ce moment-là, son téléphone a vibré. C'était un appel vidéo d'une amie, la plus radicale du groupe. Mariam a répondu en haut-parleur en sachant que j'étais là. Son amie a demandé ce qui se passait et Mariam s'est mise à se plaindre sur un ton théâtral. Elle expliquait qu'elle essayait de se détendre, mais que son mari exigeait de l'affection, que les hommes ne comprenaient rien à l'espace personnel ni au consentement émotionnel. Son amie renchérissait, généralisait sur les hommes. Elle parlait de moi comme si je n'existais pas, comme si j'étais un objet encombrant. J'ai entendu son ami rire et dire « Tu dois poser des limites. Ne le laisse pas coloniser ton espace. » Coloniser mon espace. Dans une maison que je payais, dans un salon que nous avions choisi ensemble. Je suis resté figé. L'humiliation était brûlante, presque physique. Je n'étais plus seulement rejeté, j'étais ridiculisé. Mon rôle de mari devenait un gag destiné à divertir ses amis. Quand elle a raccroché, le silence était assourdissant.
Je n'ai rien dit. Je me suis levé. Je suis allé dans la chambre d'amis et j'ai fermé la porte. Pas le canapé, une autre chambre. C'était plus définitif. Quelque chose s'est brisé ce soir-là. Pas de la colère, une clarté étrange. J'ai compris que j'essayais de gagner un jeu truqué. Je cherchais la validation de quelqu'un qui me voyait comme l'ennemi. Je quémandais de l'affection auprès d'une personne qui la considérait comme une transaction politique. Je ne pouvais pas la changer. Je ne pouvais pas la forcer à aimer celui que j'étais avant. La seule chose que je contrôlais, c'était moi-même. Le lendemain, je me suis levé avant l'aube. J'ai retrouvé une vieille paire de baskets, un short usé, un t-shirt. J'ai cherché la salle de sport ouverte 24 heures la plus proche. 15 minutes de route. J'ai laissé un mot. Sorti. J'ai pris un abonnement sur le champ. Entrer dans la salle, c'était comme arriver dans un autre pays. Des types énormes soulevant des charges absurdes. Des femmes capables de courir un marathon sans transpirer. Je me sentais petit, mou, déplacé. Je me suis réfugié dans un coin avec des haltères légers, en imitant maladroitement des exercices vus dans des films. C'était pitoyable. Mes bras tremblaient après quelques répétitions. J'étais essoufflé en marchant entre les machines. Pourtant, ça faisait du bien. La douleur physique éclipsait la douleur émotionnelle. C'était simple, honnête. Tu soulèves ou tu n'y arrives pas. Aucun sous-entendu, aucune leçon. Je suis rentré, j'ai pris une douche. Mariam se levait à peine. Elle m'a demandé où j'étais allé. À la salle. Elle a levé un sourcil, lâché un haut, chargé de mépris, comme si c'était le cliché masculin le plus prévisible. Ce haut a suffi. C'est devenu ma routine. Réveil à 5 heures. Pas de répétition. Je m'habille dans le noir. Je bois un verre d'eau. Je pars avant qu'elle ne se réveille. La salle est devenue mon sanctuaire. Pendant 1 heure, je n'étais pas le mari décevant de Mariam. J'étais juste un homme cherchant à être un peu plus fort qu'hier. Je me suis mis à absorber des informations sans relâche. Des heures de vidéos sur la technique, pour éviter de me blesser. J'ai appris la différence entre squat et soulevé de terre, à engager le dos, à gainer le tronc. J'ai suivi un programme débutant simple, 3 séances par semaine, corps entier. Les progrès étaient lents au début. La première fois que j'ai développé coucher la barre seule, sans disque, j'ai eu l'impression d'un exploit. J'ai aussi changé mon alimentation. J'ai vidé la cuisine de la malbouffe. Mariam est entrée dans une colère noire. Elle m'a accusé de la contrôler, de la faire culpabiliser sur son corps. Je lui ai dit qu'elle mangeait ce qu'elle voulait, mais que moi, c'était fini. J'ai appris à cuisiner pour moi. Poulet, brocoli, riz, œufs, flocons d'avoine. C'était monotone mais efficace. Je comptais mes calories, mes protéines. Un jeu de chiffres maîtrisable. Après 1 mois, les premiers changements sont apparus. Épaules plus dessinées, visage moins gonflé, taille qui s'affinait. Mariam n'a rien dit, mais elle l'a vu. Ses remarques sont devenues passives-agressives. Elle soupirait quand je pesais ma nourriture, parlait de l'obsession masculine pour le corps. Chez ses parents, si je refusais un gâteau, elle annonçait « Elias fait une lubie santé », comme si j'avais rejoint une secte. Ça m'était égal. Ces mots avaient perdu leur emprise. Le silence à la maison était apaisant. Je rentrais, je mangeais mes plats préparés, je lisais ou regardais des documentaires avec un casque. Je me retirais. La salle était mon monde. Les gars là-bas étaient corrects. Peu de paroles, surtout le matin. Un hochement de tête, un « tu as fini ?» ça suffisait. Un sentiment d'appartenance que je n'avais plus chez moi. Après 3 ou 4 mois, les changements étaient indéniables. J'avais perdu beaucoup de poids, remplacé par du muscle. J'ai dû racheter des vêtements. Mes anciens t-shirts médiums serraient désormais la poitrine et les bras. Un jour, devant le miroir, j'ai ressenti quelque chose d'oublié, de la fierté. Mon énergie explosait. Le brouillard mental se dissipait. J'étais toujours dans un mauvais mariage, mais je n'en étais plus prisonnier. C'est à cette période que j'ai vraiment rencontré Hila. Je l'avais déjà remarqué à la salle. Hila faisait partie des gens sérieux. Toujours concentrée,
casque sur les oreilles, elle s'entraînait dur. Elle était forte, vraiment forte. Elle soulevait plus lourd que moi. Un matin, je me préparais pour une série de squats particulièrement lourde, la plus lourde que j'avais jamais tentée. J'étais nerveux, dans le rack, en train de me motiver. Elle venait de finir sa série sur la machine à côté, a retiré son casque et s'est approchée. Elle a simplement dit que ça avait l'air lourd et m'a proposé de me surveiller. J'ai accepté. La série a été difficile. La dernière répétition a failli m'échapper, mais je l'ai passée. Elle m'a encouragé, m'a dit que ma technique était solide. Rien de plus. Pourtant, ça comptait énormément pour moi. Après ça, on a commencé à se saluer d'un signe de tête, d'un bonjour rapide. Une semaine plus tard, elle m'a posé une question sur mon programme. Je lui ai demandé un conseil pour les épaules. C'était naturel. Aucun sous-entendu. Juste deux personnes partageant la même passion. Nos conversations tournaient autour de l'entraînement. Des séries, des répétitions, de la nutrition, des blessures. Elle m'a dit qu'elle se préparait pour une compétition de powerlifting. J'étais impressionné. C'était agréable de parler avec une femme sans tension, sans guerre idéologique en arrière-plan. Cette normalité mettait en lumière à quel point ma vie à la maison était devenue déformée. Le premier vrai incident avec Mariam a eu lieu au supermarché. Nous devions faire des courses ensemble pour un dîner familial chez ses parents. Je portais une chemise neuve qui m'allait bien. Je ne cherchais pas à impressionner. C'était simplement l'une des rares qui ne flottait plus sur moi. À la caisse, la caissière, une étudiante souriante, a scanné nos articles, puis m'a regardé en souriant. Elle a complimenté ma chemise, puis a ajouté que je devais beaucoup m'entraîner. C'était direct, mais inoffensif. Pris de court, je l'ai remercié maladroitement. J'ai regardé Mariam. Son visage était figé, glacé, traversé par une rage pure. Elle n'a rien dit. Elle a payé, attrapé le ticket et est sortie précipitamment. Le trajet du retour s'est fait dans un silence lourd et agressif. Une fois à la maison, elle a explosé. Pas à propos de la caissière, trop honnête. Elle a lancé une dispute sur la charge mentale, sur le fait que je ne participais jamais à l'organisation des événements familiaux. Un écran de fumée évident, une punition déguisée. Je n'ai pas répondu. Je l'ai laissé crier. Quand elle a terminé, j'ai simplement dit « d'accord » et je suis parti. Cette absence de réaction l'a rendue encore plus furieuse. Elle sentait qu'elle perdait son emprise. Mon indifférence était une arme qu'elle ne savait pas contrer. Quelques semaines plus tard, mon entreprise a organisé son pique-nique annuel, un événement familial. Mariam a accepté à contre-cœur. Beaucoup de collègues ne m'avaient pas vu depuis des mois. Les réactions ont été immédiates. On me disait que j'avais l'air en forme, qu'on me félicitait. D'anciens amis me tapaient dans le dos. Des femmes du service marketing, que je connaissais à peine, sont venues discuter avec enthousiasme. Tout était innocent, mais je sentais le regard de Mariam posé sur moi en permanence. Elle restait assise, l'air aigri, parlant par moments avec d'autres conjoints, comme si elle leur était supérieure. Chaque compliment crispait sa mâchoire. Pendant des années, elle avait été la star de notre cercle social, la brillante, la progressiste. Moi, j'étais le mari discret. Désormais, les rôles s'inversaient. On s'intéressait à moi. C'était une menace. Sa vision du monde reposait sur l'idée que des hommes comme moi étaient insignifiants. Ma transformation n'était pas seulement physique. À ses yeux, c'était une trahison idéologique. Elle a insisté pour partir plus tôt, prétextant une migraine. Dans la voiture, l'interrogatoire a commencé. Elle voulait savoir qui était cette femme du marketing, pourquoi elle riait autant. Elle m'a accusé de me nourrir du regard féminin. J'ai souligné l'ironie de l'expression. Elle ne l'a pas comprise. Je lui ai dit que c'était juste des collègues. Elle a répondu que ce n'était pas de la gentillesse, mais de la prédation. Selon elle, les femmes faisaient ça quand elles voyaient un homme qui prenait soin de lui. Elles tentaient de lui voler ce qui lui appartenait. La contradiction était flagrante. Quand elle me refusait toute affection, c'était du féminisme, des limites. Quand une autre femme me complimentait, c'était une attaque prédatrice. Les règles changeaient selon ce qui l'arrangeait. Elle affirmait que mon corps ne m'appartenait pas. Il appartenait à notre mariage, donc à elle.
Me rendre attirant était une faute. J'aurais dû rester dans la version inoffensive qu'elle connaissait. M'améliorer était un acte de rébellion. La dispute a duré plusieurs jours. Cette fois, je ne faisais pas que me défendre. Je mettais en évidence ses contradictions. J'étais calme, logique. J'utilisais ses propres termes. Je lui disais qu'elle cherchait à contrôler mon corps, qu'elle créait un climat toxique fondé sur ses insécurités. Elle détestait ça. Elle quittait la pièce, incapable de gagner. Je n'étais plus l'homme timide cherchant son approbation. J'étais son égal et elle ne savait pas quoi en faire. La salle restait mon refuge. Ma relation avec Hila a évolué lentement. Nous sommes devenus de vrais amis d'entraînement. On synchronisait parfois nos séances, on se poussait à battre nos records. Une camaraderie sincère. Je ne lui ai jamais parlé de Mariam. Jamais. La salle était mon échappatoire. Mais Hila était perspicace. Un matin, après une dispute particulièrement absurde à la maison, elle m'a regardé et m'a demandé si ça allait. J'ai répondu que j'avais passé une mauvaise nuit. Elle n'a pas insisté. Elle a simplement proposé de transformer ça en énergie et de tenter un record au soulevé de terre. Je l'ai fait. J'ai soulevé plus lourd que jamais. L'ironie ne m'a pas échappé. Mariam a commencé à intensifier ses manœuvres. Elle provoquait des disputes juste avant mes séances. Laissait ses serviettes mouillées sur mes affaires de sport. Organisait des plans le samedi matin, précisément pendant mes entraînements les plus longs. C'était une tentative désespérée de reprendre le contrôle. Je m'adaptais, je me levais plus tôt. Je faisais la lessive avant qu'elle ne se réveille. Je refusais ses invitations en expliquant que j'avais un engagement. Cet engagement, c'était moi. 1 mois avant l'explosion finale, tout s'est clarifié. Mariam avait invité ses amis à la maison. Je les évitais d'habitude, mais je suis passé par la cuisine. Le silence est tombé. En repartant, j'ai entendu son amie, celle de l'appel, murmurer qu'elle comprenait mieux maintenant que j'avais changé. Mariam a répondu sur un ton faussement lassé que je ne pensais qu'à la salle et aux protéines, que c'était une démonstration de masculinité toxique. Elles ont ri. Encore une fois, la moquerie publique. La négation de tous mes efforts. Ce n'était pas une question de santé ou de discipline. C'était une étiquette pratique pour ce qu'elle ne comprenait pas et ne contrôlait plus. Je suis resté derrière la porte quelques secondes. Ça confirmait tout. Mon évolution perturbait son récit. Le mari soumis était plus pratique. Le mari confiant, autonome, était un problème. À cet instant, j'ai quitté le mariage intérieurement. J'étais encore là physiquement, mais mentalement, c'était fini. Je n'attendais que le bon moment. La salle n'était plus un loisir. C'était ma stratégie de sortie, l'endroit où je me reconstruisais pièce par pièce. La confrontation approchait. Je ne savais ni quand, ni comment, mais je n'avais plus peur. Tout était en place pour l'affrontement. Je ne savais pas quand il arriverait, ni sous quelle forme, mais je savais qu'il était inévitable. Et pour la première fois depuis très longtemps, je n'avais pas peur. J'étais prêt. Le jour où tout s'est effondré était un samedi, environ 1 mois après avoir surpris cette conversation avec ses amis. Le samedi était mon jour le plus important à la salle. Plus de temps, plus d'énergie. C'était le jour des charges lourdes. Mon rituel. Je me suis levé comme d'habitude. J'ai suivi ma routine. Mariam dormait encore quand je suis parti. La maison était silencieuse. À la salle, l'ambiance était électrique. Le week-end, c'est toujours bondé. Je me sentais fort. J'ai fait mes échauffements. Puis, je me suis dirigé vers le rack à squat. Hila était là, pas loin, en train de travailler son soulevé de terre. On s'est salué d'un signe de tête. Jour de record personnel, a-t-elle mimé avec un sourire. J'ai acquiescé, je chargeais la barre, me coupant progressivement du monde, la musique à fond. Il n'y avait plus que moi, le métal et l'objectif. Les premières séries passaient parfaitement. Tout était fluide. Hila avait terminé ses mouvements principaux et faisait des exercices d'assistance. Entre 2 séries, elle est venue discuter. On parlait de mes progrès, de son nouveau programme. On riait à propos d'une vidéo ratée vue en ligne. Une interaction normale, innocente, entre 2 amis. Face au miroir du rack, j'ai vu un reflet derrière moi, Mariam.
Elle se tenait près de l'entrée, à une vingtaine de mètres. Elle ne portait pas de tenue de sport. Jeans, veste, clé de voiture serrée dans la main comme une arme. Elle avait l'air totalement étrangère à cet endroit. Son regard balayait la salle jusqu'à se verrouiller sur nous, sur Hila et moi en train de rire. Le temps s'est ralenti. J'ai vu la narration se former dans ses yeux. Hila a dû sentir le changement, car elle s'est retournée. Elle a vu Mariam nous fixer avec haine, et son sourire a disparu. Elle a reculé d'un pas, mal à l'aise, a dit qu'elle devait finir son entraînement et s'est éloignée rapidement. J'ai retiré mes écouteurs et me suis tourné vers Mariam. Elle avançait déjà vers moi, déterminée, tranchant la foule comme un requin. Les gens s'écartaient instinctivement. La salle ne s'est pas tue, mais une bulle de silence s'est créée autour de nous. Elle s'est arrêtée juste devant moi. Elle n'a pas regardé les poids, n'a pas tenu compte de l'endroit. Sa voix n'était pas encore un cri, mais un sifflement empoisonné. Elle m'a demandé si je passais un bon moment. Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. Elle a désigné vaguement la direction où Hila était parti. Elle voulait savoir qui c'était, depuis quand ça durait. Elle m'a accusé d'utiliser la salle comme couverture, de voir cette femme en secret, d'avoir une liaison. Sa voix montait à chaque accusation. Les gens commençaient à s'arrêter pour regarder. L'homme au développé couché à côté de moi a posé ses poids et fixait la scène. C'était ce qu'elle voulait. Un spectacle, une humiliation publique. Je suis resté immobile. Pas un haussement de voix, pas un changement d'expression. Je l'ai laissé vider son chargeur. Les insultes, les accusations. Menteur, trompeur, cliché vivant. Elle a terminé en élevant la voix suffisamment pour que tout le monde entende. Elle n'en revenait pas que pendant qu'elle essayait de sauver notre mariage, je sois là à parader devant le miroir pour une débile de gym. Une débile de gym. Elle parlait d'une femme parmi les plus disciplinées et rigoureuses de tout le bâtiment. La tension était palpable. Tous les regards étaient braqués sur moi, attendant ma réaction. J'ai pris une lente inspiration, puis j'ai parlé. Ma voix était calme, presque posée, mais elle a traversé le bruit ambiant. Je l'ai regardée droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'elle avait raison sur un point. J'étais bien là avec une autre femme. J'ai vu l'éclair de triomphe dans son regard. Elle pensait m'avoir coincé. J'ai continué. J'étais là avec Hila, mon amie, une powerlifteuse en compétition, capable de soulever plus lourd que nous deux réunis. Nous parlions d'entraînement, rien d'autre. J'ai fait un pas vers elle. Depuis 1 an, Mariam, tu m'as fait comprendre que moi et mes désirs te dégoussions. Tu as utilisé mon besoin d'affection comme une arme. Tu m'as ridiculisé devant tes amis. Tu m'as traité avec mépris. J'ai marqué une pause. J'étais malheureux. Alors j'ai trouvé quelque chose pour moi. Quelque chose qui me rendait plus fort, plus discipliné. Je l'ai fait pour moi, pas pour toi, pas pour qui que ce soit. J'ai regardé autour de moi, puis je suis revenu à elle. Et tu t'en fichais. Tu t'en es moqué. Tu as méprisé ça. Jusqu'au moment où tu as compris que d'autres personnes pouvaient voir les choses autrement. Jusqu'au moment où une autre femme m'a offert le respect que tu me refusais. Puis j'ai porté le coup final, sans élever la voix. Dis-moi, ton idéologie sur le danger du désir masculin ne fonctionne-t-elle que quand je suis en surpoids et misérable? Tes principes féministes s'appliquent-ils seulement quand tu penses qu'aucune autre femme ne pourrait jamais me désirer? Parce qu'à te voir, ils ont disparu pour laisser place à une jalousie très ancienne, très primaire. Silence total. On aurait entendu tomber une épingle sur le sol en caoutchouc. Son visage a traversé toute une palette d'émotions. Le choc, la rage, puis la vérité, la panique. Pour la première fois, elle n'avait plus de terrain moral. J'avais fait éclater sa bulle en public, avec sa propre logique. Elle n'avait rien à répondre. Aucune formule brillante, aucun concept académique à brandir. Elle était exposée. Quelques hommes costauds qui observaient la scène ont secoué la tête avant de reprendre leur entraînement. L'un d'eux m'a adressé un léger signe de respect. Le visage de Mariam est devenu écarlate. Elle était venue pour m'humilier. Elle s'était humiliée elle-même. Elle a jeté un regard autour d'elle, consciente des jugements. Elle a marmonné une insulte inaudible,
puis a fui presque en courant hors de la salle. Je l'ai regardé partir. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni joie. Juste le vide. C'était terminé. Je le savais. Elle le savait. Je suis resté immobile quelques secondes. J'ai remis mes écouteurs. Je suis retourné au rack. J'ai rechargé la barre et j'ai terminé mon entraînement. Chaque répétition. Je n'avais jamais été aussi concentré. En quittant la salle ce jour-là, tout semblait différent. L'air était plus léger. J'ai conduit jusqu'à la maison en sachant exactement ce que j'avais à faire. Mariam était assise sur le canapé du salon quand je suis rentré. Le même canapé où tout avait commencé. Elle avait pleuré. Son visage était gonflé, ses yeux rouges. C'était la phase suivante de la manipulation. La colère n'avait pas fonctionné. Alors venaient les larmes. Elle a commencé à parler dès que je suis entré. Sa voix était douce, pleine de regrets. Elle s'excusait. Elle disait qu'elle ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'elle avait eu peur de me perdre. Elle expliquait qu'en me voyant changer, en voyant le regard des autres femmes, elle s'était sentie menacée. Elle reconnaissait m'avoir repoussée. Elle accusait ses amis, les discours, l'idéologie. Elle promettait de changer. Thérapie, nouveau départ, retour à ce que nous étions. C'était une performance impeccable. 6 mois plus tôt, j'y aurais cru. Je l'ai laissé finir. Puis, je me suis assis en face d'elle. Pas à côté. J'ai gardé la distance. Je lui ai dit que j'acceptais ses excuses, mais que c'était trop tard. Ce qui s'était passé à la salle n'était pas un dérapage isolé. C'était l'aboutissement de plusieurs années de manque de respect. Je lui ai expliqué qu'elle n'avait pas eu peur de me perdre. Elle avait eu peur de perdre le contrôle, qu'un mariage ne survit pas sans respect, et qu'elle m'en avait privé. Elle a tenté de discuter, mais il n'y avait plus d'énergie. J'ai tout exposé calmement. Les critiques constantes, l'intimité utilisée comme une arme, les humiliations publiques, l'hypocrisie. Je lui ai dit que je ne la détestais pas, que je ne lui en voulais même plus. Je ne voulais simplement plus être son mari. Elle a recommencé à pleurer. Cette fois, c'était réel. Pas des larmes de remords, mais de perte. Elle comprenait que les conséquences existaient, que la facture arrivait enfin. Je lui ai annoncé que je partirais le lendemain pour loger chez un ami, que je contacterais un avocat dès le lundi pour entamer la séparation, que nous pouvions faire ça proprement ou de façon conflictuelle, mais que la décision était prise, c'était fini. Les mois suivants ont été flous. Déménagement, finances, paperasse interminable. Mariam a tout essayé, supplié, impliqué nos familles, me décrire comme le méchant qui l'abandonnait, menacé de me ruiner au divorce. Rien n'a fonctionné. L'homme qu'elle essayait de manipuler n'existait plus. Je suis resté ferme, juste, détaché. J'ai traité le divorce comme une négociation professionnelle. Je me suis installé dans un petit appartement d'une pièce, de l'autre côté de la ville. La première nuit, je dormais sur un matelas gonflable, entouré de cartons. J'ai ressenti une paix profonde. Le silence, l'espace. C'était chez moi. Je continuais à aller à la salle. Elle était mon ancre. Ila a été irréprochable. Elle n'a jamais fait de scène. Quelques jours après l'incident, elle est simplement venue me voir et m'a dit que c'était intense, qu'elle espérait que j'allais bien. J'ai répondu que oui, et nous n'en avons plus jamais reparlé. Notre amitié s'est approfondie. On prenait parfois un café après l'entraînement du samedi. On parlait de tout, sauf du divorce. De nos objectifs, de nos familles, de musique, de films. J'ai découvert une personne profondément gentille, authentique. Elle était tout ce que Mariam prétendait être. Forte, indépendante, mais aussi bienveillante, empathique. Le divorce a été finalisé environ 6 mois après l'incident à la salle. Une séparation nette. La maison a été vendue, l'argent partagé. Le jour où j'ai signé les derniers documents, un poids immense s'est envolé. J'étais libre. Les mois suivants, je me suis redécouvert. Je me suis concentré sur ma carrière. J'ai renoué avec d'anciens amis, commencé la randonnée le week-end. Je construisais une vie qui me ressemblait. Ma relation avec Ila a évolué lentement, naturellement.
Un jour, après un café, je lui ai dit combien son amitié comptait pour moi. À quel point elle m'avait aidé à traverser la période la plus difficile de ma vie, sans même s'en rendre compte. Je lui ai dit que j'étais prêt à être plus qu'un ami, si elle le souhaitait. Elle a souri, et m'a répondu qu'elle se demandait quand j'allais enfin oser. 1 an s'est écoulé depuis. Ma vie est méconnaissable, dans le meilleur sens. Je suis dans la meilleure forme de ma vie. Ma carrière progresse. Et je partage ma vie avec une femme qui me respecte, me soutient et me pousse à devenir meilleur. Une femme qui trouve ma discipline attirante, pas toxique. Il m'arrive de penser à Mariam. J'ai appris par une connaissance qu'elle est toujours célibataire, toujours très active en ligne, toujours en guerre contre le patriarcat. Elle a obtenu ce qu'elle semblait vouloir, une vie sans la présence masculine qu'elle jugeait nocive. Je ne ressens plus de colère envers elle, une forme de tristesse, parfois. Elle était tellement enfermée dans une idéologie de ressentiment qu'elle a détruit la meilleure chose qu'elle avait. Elle a tenté de me briser pour préserver son récit. À la place, elle m'a donné l'élan nécessaire pour me reconstruire en quelqu'un qu'elle n'aurait jamais pu contrôler. Au final, elle m'a libéré. Et pour ça, je lui suis reconnaissant.